Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, c'est une double actualité. Aujourd'hui, les candidats au CEP 2026 débutent l'examen pour la session de cette année. On va en parler notamment avec notre invitée, Madame Claire Soglo, inspectrice des enseignements maternels et primaires. Avec elle, on va évaluer un peu la pertinence de ce diplôme aujourd'hui, un diplôme qui n'est plus demandé, en tout cas pour les emplois. Elle nous dira pourquoi est-ce que l'État continue à injecter des milliards pour organiser cet examen national. L'autre actualité, c'est la journée nationale de l'arbre et on va en parler avec un autre invité qui sera au téléphone. Wilfried Enokchepo est coordonnateur international de tri durable. Avec lui, on va examiner un peu ce que c'est que cette initiative, comment est-ce que ça marche et pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place. Il sera au téléphone tout à l'heure. Pour nos débats, on va parler de la trêve politique. Vous le savez, désormais, c'est inscrit dans la Constitution qu'à partir de la prestation de serment du nouveau président, tout devrait être calme, du côté tout au moins de la politique. Comment est-ce que les médias devraient-ils s'en sortir maintenant qui n'avaient que principal marché qu'avec les acteurs politiques? On en fait le débat tout à l'heure. Bienvenue à tous. Et voici la une des journaux. On va commencer comme à notre habitude par fraternité qui ce matin nous parle éducation, certificat d'études primaires 2026, statistiques et innovation, Armanata, MAMP. Le gouvernement a prévu un dispositif sécuritaire spécial. Et puis opinion, consécratie, c'est une réflexion proposée par votre journal, un modèle de démocratie consensuelle adapté aux réalités du Bénin, journée de l'arbre, le Bénin face au défi de transformer les promesses en forêt, cherté dans les marchés, la hausse du prix de tomates fraîches et du piment vert inquiète les vendeuses et consommateurs. L'éditorial signale ici Carlos Oke ce matin, le gâteau national. Nous passons à Gaskiani Info. Président Wadayi a mise sur Benoît Dato pour faire gagner davantage le Bénin. Un double défi pour un homme de cœur et d'action. Voici l'opinion aujourd'hui. Visite à l'étranger. Quelle sera la première escale de Romuald Wadayi? Et puis Visa Info, renouvellement du comité exécutif de la FBF, le corps électoral convoqué pour le 22 août 2026. Le journal Les 4 vérités, pourquoi Wadayi a réactivé un portefeuille supprimé par Patrice Talon, les clarifications du porte-parole. Décryptage Info CEP 2026, 286 995 candidats planchent dès ce lundi. Matin libre, diplomatie Abidjan, premier voyage officiel de Romuald Wadayi. Et puis le potentiel affaire judiciaire, criette, la PRMP, Yves Bonou écroué, nous apprend le quotidien. L'événement du jour, rencontre avec les coordinations de l'UPR dans les 15e et 16e circonscriptions électorales. Le message d'espoir du président Djogbenou. Et puis lutte contre la pauvreté, Jakpata a titré ce matin, Wadayi donne le ton. Bénin intelligent, élection de 2026, l'heure des comptes à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Comme vous savez, dynamisme, info, retour du ministère de la Communication, les attentes pressantes de professionnels des médias. L'informateur supposé gros serpent aperçu dans les bas-fonds d'Agla, les conclusions des experts attendu. Et puis à Djatien News, CEP 2026, près de 287 000 écoliers composent dès ce lundi matin. Voici la cloche. CEP 2026, le coup d'envoi ce lundi pour 286 995 candidats dans 860 centres de composition. Et puis le Soleil Bénin Info, premier voyage présidentiel de Romuald Wadayi, un test diplomatique majeur donc pour le nouvel élu, le quotidien Le Contemporain, direction de la communication de la présidence de la République, Fiacre Vidjainou, la science et l'art de communiquer au service
des Béninois et du président Omiad Ouaddai. Voici la deuxième lecture de Fraternité, certificat d'études primaires 2026, statistiques et innovation. Amanata, le ministre des Enseignements maternels et primaires, dit ceci: le gouvernement a prévu un dispositif sécuritaire spécial à l'occasion. L'opinion à lire dans Fraternité ce matin consacre ainsi un modèle de démocratie consensuelle adapté aux réalités du Bénin. Et puis journée de l'arbre, le Bénin face au défi de transformer les promesses en forêt. Cherté dans les marchés, la hausse du prix de la tomate fraîche et du piment vert inquiète les vendeuses et consommateurs. La CNSS diligente désormais une équipe au domicile de pensionnaires grands malades ou grabataires. C'est une information donc de Fraternité. Et puis l'édito signé Anissé Carlos ce matin, le gâteau national. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on passe tout de suite à mon invité au téléphone. C'est Wilfried Enoch Djepo. Wilfried Enoch Djepo est géographe et gestionnaire de projet, conseiller au développement de l'autre Bénin ONG et puis coordonnateur international de l'initiative Tru Durable qui incite et accompagne le reboisement participatif des entreprises, des organisations et des particuliers. Monsieur Djepo, bonjour. Bonjour, Tanguy Aloy. Cela fait une quarantaine d'années que l'initiative nationale de planter un arbre à court au Bénin. Avec le recul, vous qui êtes dans, je dois dire, la lutte contre pour le rétablissement du couvert végétal, ce que nous mettons en terre arrive-t-il vraiment à compenser ce que nous détruisons, mettons dans la construction par exemple de maisons, de routes, d'infrastructures et autres de développement? Tanguy Aloy, pour être un peu plus précis, c'est le 25 juillet 85 que par décret le président Mathieu Guéricourt a institué cette journée. Donc 42 ans après aujourd'hui, l'initiative continue de mobiliser, on va dire, les Béninois ainsi que les partenaires à divers niveaux intervenant aux côtés du Bénin dans son processus de développement. Bon, l'objectif, il faut le dire, c'est de faire de cette journée une journée de campagne annuelle de plantation, d'entretien des arbres et de sensibilisation sur les conséquences de la déforestation. Bon, aujourd'hui, cette célébration, on va dire, s'étend sur tout le mois de juin. On ne parle plus forcément de journée nationale de l'arbre, mais on va dire globalement de mois de l'arbre. Alors, vous me demandez si la plantation d'arbres qu'on fait à chaque campagne de juin arrive à couvrir les déboisements liés à diverses pressions anthropiques, en lien notamment avec la construction d'infrastructures d'habitation et de circulation, etc. Alors, je vous dirais en toute vérité que c'est non, car chaque année, environ 10 millions d'hectares de forêts sont détruits. C'est l'équivalent, si vous voulez, de 35 terrains de football. En nombre d'arbres, cela fait environ 11 milliards d'arbres qui sont détruits chaque année. En contrepartie, on en plante environ 1 milliard chaque année. Vous voyez, il y a un gap de 10 milliards d'arbres chaque année. C'est pour dire que le rythme du déboisement, donc de la construction des infrastructures, ne va pas de pair avec le déboisement et donc la déforestation. C'est pour cela que il faut continuer de planter et planter à un rythme beaucoup plus rapide que celui de la construction des infrastructures. En cela, d'autant plus que les facteurs humains sont accompagnés d'autres facteurs naturels tels que le climat qui subit aujourd'hui un dérèglement important et qui perturbe les cycles des saisons pluvieuses, ce qui dégrade davantage, on va dire, le fonctionnement de la biodiversité. Et donc, il est important de s'adapter à ce dérèglement tout en ayant un comportement éco-citoyen beaucoup plus responsable qui consiste à planter beaucoup plus, de façon plus adaptée, mais avec surtout, et c'est très important de le dire et d'insister là-dessus, un esprit de suivi et d'évaluation du résultat que produit l'acte de reboisement. Alors, vous, au niveau de votre structure, vous avez engagé justement le pari d'amener tout le monde à planter des arbres et surtout à suivre l'évolution et la croissance de ces plants mis en terre. Là, concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Alors, on a initié un programme solidaire qui s'appelle Tridurable. C'est un programme qui s'adresse à des entreprises, à des organisations, mais également à des particuliers, toute Oui. personne physique ou morale qui est encline à la protection de la nature et de l'environnement et de la biodiversité peut s'intéresser donc à notre programme. Il consiste en quoi? Il consiste à accompagner ces bonnes volontés à la mise en terre des plans, mais surtout, et c'est très important, à l'entretien des plans sur 1 à 2 ans, le temps que les plants sortent suffisamment de terre et soient, on va dire globalement, à l'abri des intempéries d'ordre climatique, mais également des intempéries d'actions anthropiques qui pourraient perturber leur croissance. De façon concrète, nous répertorions des sites qui ont besoin de plantations, qui ont besoin d'arbres, soit à titre de plantation artificielle, c'est-à-dire de plantation, d'injection d'arbres dans un espace non arboré, Oui. ou soit pour compenser et donc renforcer un écosystème préexistant. Donc on met en place un système d'information géographique, c'est une plateforme dynamique qui consiste à présenter la situation de dégradation de la biodiversité dans des espaces urbains, mais également dans des espaces agroforestiers et des espaces forestiers. Ce qui permet en retour de proposer à des entreprises, à des organisations et à des particuliers qui ont envie de faire l'exercice de pouvoir planter des arbres selon leur capacité dans ces espaces. Et en accord avec eux, avec elles, on participe à l'entretien de ces arbres en impliquant les bénéficiaires locaux que sont, selon les cas, des associations de développement local, des associations de parents d'élèves, le corps pédagogique et les élèves, ou des riverains de certaines forêts. Ça peut être des forêts sacrées, des forêts classées ou des forêts naturelles, ou encore donc des écoles, des établissements scolaires, des hôpitaux, ou si vous voulez encore des forêts sacrées. Alors, le défi souvent, hein, c'est d'engager les entreprises pour leur responsabilité sociale sur ce volet-là. Les entreprises qui peinent justement à honorer cet engagement-là. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'elles résistent à un aspect de la chose qui pourtant leur est profitable? Je pense qu'il y a quelques éléments d'explication à cela. Le premier que je voudrais partager avec vous, c'est un manque de connaissances par beaucoup d'entreprises des véritables enjeux de protection de la nature. On a beau en parler, il faut reconnaître qu'il existe encore des poches de résistance, des entreprises qui on va dire, qui ont la fenêtre fermée et qui sont sourdes au discours environnementaliste. Pour beaucoup d'entreprises, donc des dirigeants d'entreprises, ce sont eux qui décident de fonctionnement et de l'avenir des entreprises. Pour beaucoup donc de dirigeants, il y a des arbres partout, donc il n'est pas forcément nécessaire d'en planter d'autres. Vous voyez, c'est un discours un peu minimaliste qu'on peut retrouver ça et là pour des gens qui ne sont pas forcément au fait et suffisamment des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux à travers le monde et même localement le plus près d'eux. Alors, troisième raison, je pense que certaines entreprises ne savent pas du tout comment s'organiser en fait pour planter des arbres. Aussi banal que cela puisse paraître, il ne suffit pas de prendre un plan, de creuser un trou et de le jeter là-dedans. Les agents des eaux et forêts, vous l'apprendront assez rapidement, cela respecte un protocole, une technique qu'il faut avoir, qu'il faut apprendre, qu'il faut savoir mettre en œuvre pour espérer que la plante grandisse et que le suivi de cette plante puisse correctement se faire. On a vu à travers notre expérience des gestes techniques qui sont très spécifiques et que les agents des eaux et forêts expliquent comme étant des techniques qui permettent non seulement de préserver la croissance de la plante, mais de s'assurer que quand on revient, on peut reconnaître la plante qu'on a mise en terre et à peu près le lieu où on l'a mise en terre. Et si éventuellement la plante a été déplacée par une dégradation, des éléments, des indicateurs permettent de tracer à peu près. Et c'est des indicateurs naturels que les agents des eaux et forêts partagent avec nous. C'est tellement passionnant lorsqu'on arrive à ce niveau de connaissance. Donc, beaucoup d'entreprises n'ont pas cette connaissance. Et donc, par conséquent, ça donne au reboisement sans avoir le recul nécessaire pour appréhender les véritables enjeux qu'il y a derrière. Donc, certaines entreprises n'ont pas non plus de responsables environnement en leur sein. Certains n'ont pas du tout de service RSE, responsabilité sociale des entreprises. Absolument. C'est un déficit qui, de mon point de vue, se corrige malgré tout de plus en plus, mais il faut souhaiter que cela continue et perdure dans le temps.
Cela d'autant plus que le personnel des entreprises Tanguy Agoyi Oui. sera confronté aux conséquences de la déforestation presque au même titre que les citoyens lambda, donc vous et moi. En plus, je pense que, et c'est pour vraiment le dire aux entreprises, planter des arbres est un acte de bienveillance et d'image publique aujourd'hui. Bien d'entreprises commencent à comprendre que planter des arbres permet de soigner son image vis-à-vis de des enjeux de la protection de l'environnement et de la nature de par le monde. Je pense pour finir sur cette question aussi que notre État mette en place des dispositifs incitatifs tels que des allègements fiscaux pour des entreprises, des organismes, mais également pour des particuliers qui s'engagent pour la plantation d'arbres chaque année ou continuellement au fil des jours. Alors, le défi, très souvent, hein, c'est d'entretenir les arbres. Nous avons la bonne volonté souvent de les planter. D'ailleurs, il y a un projet formidable qui a été initié récemment au Bénin, qui a connu malheureusement un gros échec. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là, l'initiative 10 millions d'arbres, 10 millions d'âmes. Pourquoi, M. Tchekpo, nous avons de la facilité à mettre des arbres en terre, mais beaucoup de peine à assurer le suivi et la survie de ces plans-là? Le Bénin est connu pour être une terre de génie, de génialité, mais une terre où le suivi pêche assez souvent. Je pense que ce que vous dites relève de cette particularité, je dirais de ce particularisme que nous avons peut-être au Bénin, mais qu'il faudra corriger malgré tout. Et cela à partir et à travers des initiatives comme celle dont on parle, très durable. Ce qui se passe assez généralement, et c'est ce qui s'est passé dans le cadre de cette campagne nationale d'État de 10 millions Absolument. d'arbres, 10 millions c'est qu'une fois qu'on a mis les plans en terre, les partenaires, les bénéficiaires délaissent les sites et les plans. Donc chacun tourne dos. C'est à croire que finit la fête en fait adieu le saint. Ce qui fait que face aux intempéries climatiques et aux actes, si vous voulez, de malveillance des humains et des animaux, plusieurs plans meurent et ne sont pas remplacés. Conséquence, les résultats attendus ne sont pas obtenus. Chacun va à ses occupations, puis rebelote l'année d'après, rebelote 5 ans après, 10 ans après, et les initiatives vont continuer sans qu'on ait de véritables bilans et de véritables impacts qui soient générés, non seulement sur la communauté, mais également sur l'environnement et la nature de façon globale. Alors, vous proposez une idée assez singulière aussi, hein, c'est de marquer les événements heureux de notre vie en plantant un arbre, un mariage, un anniversaire par exemple, etc. Est-ce que c'est vraiment une solution? Je pense que c'est une solution parmi beaucoup d'autres, parce que de procéder ainsi permet aux particuliers qui ont des envies de planter des arbres, mais qui ne trouvent pas forcément l'espace, temps et espace en termes de terrain géographique pour le faire, de pouvoir trouver des occasions qui leur parlent et qui accrochent leur quotidien afin de pouvoir reboiser en conséquence. L'anniversaire, on le célèbre une fois l'an pour chaque individu, donc je considère que nous considérons en tout cas que si chaque individu, le jour de son anniversaire, décide de mettre un plan en terre et d'en assurer le suivi, tout au long de sa vie, aura mis en terre autant d'arbres qu'il aura vécu. Euh, de la même manière, pour les mariages, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, on peut marquer l'événement en plantant des arbres. Par exemple, pour la journée internationale de la femme, plutôt que de s'enrôler ou de s'enrober dans des pailles et de faire de la fête comme on en a l'habitude, on peut décider d'aller planter des arbres dans une coopérative agricole, des arbres fruitiers qui vont permettre aux femmes d'être un peu plus épanouies, d'être un peu plus autonomes, d'autant que les fruits qui vont être issus de ces plants vont leur permettre de générer de l'économie et donc d'avoir une autonomie financière sans qu'on ait besoin de leur faire de l'assistance financière à longueur de temps. Je vais vous laisser partir. Même une dernière curiosité. Quelles sont vos réussites justement sur ce plan-là de sensibilisation? Alors, Oui. alors depuis, on a 1 an et demi d'existence, donc on est dans la deuxième année, dans la deuxième campagne de reboisement. On a travaillé l'année dernière avec à peu près 4 à 5 entreprises. Nous avons également des individualités, donc des particuliers qui plantent des arbres à travers le monde, au Canada, en Allemagne, en France, au Bénin, beaucoup d'entreprises et de plus en plus des organisations de la société civile qui s'y intéressent, mais également des bénéficiaires qui commencent à comprendre l'enjeu
eux de proposer des domaines où on peut mettre des arbres parce que nous travaillons de concert avec eux sur l'entretien des arbres et sur la sécurisation des espèces végétales qui sont mises en terre. Donc on est dans une trilogie planteur, que ce soit entreprise ou particulier, trilogie aussi avec les bénéficiaires locaux et trilogie avec Tri Durable de l'autre Bénin, ce qui permet au final d'avoir je dirais, un partenariat tripartite avec au cœur de ce partenariat l'arbre, l'environnement, la biodiversité, ceci pour le bien de l'habitat des animaux sauvages, mais également pour le bien de l'ensemble des humains que nous sommes sur cette terre. Wilfried Enoch Diako, merci d'avoir été en ligne. C'est moi. Très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Retour à Cotonou sur ce plateau. On va passer maintenant au bulletin d'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je parlais de l'examen du certificat d'études primaires qui démarre ce lundi 1er juin 2026 sur l'ensemble du territoire national. 286 995 candidats à planche pour cet examen au plan national. Le gouvernement a rassuré les candidats, leurs parents ainsi que l'ensemble de la communauté éducative sur les dispositions prises pour garantir le déroulement de cet examen. On vous dira deux mots à ce sujet. Et puis les images de la messe d'action de grâce de la communauté de l'église du pasteur Jean à Goumpé dans le département du Zou. Ces fidèles rendent grâce pour les bienfaits de Dieu dans la vie de Dieu donné à Goumpé, leur leader. De même que la prophétesse Marie-Anne Benogbe après un an d'événements douloureux. On vous en parlera aussi. Voici le bulletin. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2026, planchent dès ce matin sur l'ensemble du territoire national, Florence. Oui, Tanguy, à la veille du lancement de cet examen, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Armand Kouyema Nathan, rassure les candidats, leurs parents ainsi que l'ensemble de la communauté éducative sur les dispositions prises pour garantir un déroulement serein des épreuves sur toute l'étendue du territoire national. L'autorité ministérielle, par ailleurs, invite les candidats à faire preuve de sérénité et à se rendre tôt dans les différents centres de composition. Voici un extrait de ces propos. Au total, 286 995 candidats sont inscrits, dont 138 571 filles et 148 424 garçons. Les candidats sans difficulté majeure, au nombre de 286 898, sont répartis dans 847 centres de composition. À eux s'ajoutent les 97 candidats à besoins spécifiques, dont 36 filles réparties dans 13 centres de composition. Comparativement à l'année 2025, le taux d'inscription affiche une croissance de 5,56%. Je voudrais rassurer les parents que le gouvernement, sous l'autorité de son chef, le président Romia Wadaï, a prévu un dispositif sécuritaire spécial tout autour et à l'intérieur de chaque centre ouvert dans certains départements en vue de permettre à tous les candidats et toutes les candidates de pouvoir composer avec la quiétude, la confiance et l'assurance requises. Quant à vous, chers candidates et candidats, vos directeurs et d'autres enseignants dont je loue ici la vaillance et le professionnalisme vous ont déjà habitués grâce aux différentes activités auxquelles vous avez pris part, à la discipline et à l'éthique à observer tout au long du déroulement des phases écrites, orales et sportives de l'examen. Alors, restez sereins et composez en toute confiance. Soyez à l'heure dans vos centres de composition respectifs.
Politique à présent, le premier gouvernement du président Romuald Wadaï continue de susciter des réactions. Nous vous proposons celle des professionnels et responsables de médias au sujet du retour du ministère de la Communication. Ils sont au micro de Virgile Arodéon. NPA, de commun accord avec l'UPMB, on a sorti un communiqué pour saluer le retour. C'est le retour du ministère de la Communication, notre ministère de tutelle. Voilà. La HAC, c'est une institution de régulation et de protection des libertés. Mais en temps, il s'est trouvé que la HAC semblait jouer les deux rôles. Mais de façon classique, c'est le ministère de la Communication, donc, qui est notre interlocuteur direct et avec qui nous pouvons travailler. Nous avons des chantiers ouverts, l'aide de l'État à la presse, etc. C'est le ministère qui porte avec les fêtières en attendant d'aller vers la HAC. Donc c'est le bienvenu. C'est une décision très noble, ce retour, parce que nous attendons cela depuis que ce ministère n'existait pas. On se disait, mais à qui notre destin a été confié, et la HAC faisait déjà jouer son rôle, mais on a compris que c'était pas... il y a parfois le besoin qu'on soit géré par un ministère. Donc ce retour va nous permettre d'abord de constater que le pouvoir actuel a à cœur la vie des médias. Ce retour exprime que le président Wadaï a voulu, disons, à une politique et estime que ce ministère devrait revenir dans le giron gouvernemental et donc l'a créé. On a parlé du retour, on a pu parler simplement de la nomination d'un ministre de la Communication et en charge des médias, parce que chaque président a sa politique. Le président Talon a estimé en mai 2021 qu'il n'était plus nécessaire d'avoir un ministre de la Communication et des médias, parce qu'il disait que la communication gouvernementale était assurée par le porte-parole et que les médias devraient relever totalement de la HAC qui doit s'occuper de leur fonctionnement, de leur formation, de la régulation. C'était un peu la lecture que le président Talon faisait. Quelles sont alors les attentes et les défis de ce ministère pour la presse béninoise? On retrouve Agapit Maforican, toujours au micro de Virgile Arodéon. C'est déjà la réorganisation de la profession. Face à l'intelligence artificielle, face à la numérisation, face au développement exponentiel du web, les médias classiques, par exemple, doivent se refonder. L'entreprise de presse classique ne doit pas disparaître. Il y a une économie de marché à repenser, une économie des médias à repenser. Et repenser l'économie des médias voudrait dire quoi? Quel est l'état des lieux du marché des médias aujourd'hui? On a combien d'entreprises de presse? Il y a combien qui sont réellement viables? Il y a combien peuvent s'améliorer? Il y en a combien qui ne peuvent pas? C'est au niveau de cette analyse, pour voir un peu les forces et les faiblesses de ce marché des médias, des opportunités qu'il y a, des menaces, pour dégager une option de gestion, une politique nationale. Et ça, c'est plus facile pour l'État de le faire à travers le gouvernement que pour la HAC. Donc, il y a ce travail-là, recréer l'entreprise de presse, et l'économie des médias, et la problématique de la fiscalisation. Je pense que l'entreprise ne peut pas être taxée comme n'importe quelle entreprise. Du coup, il faut repenser aussi l'imposition de l'entreprise de presse et le statut du journaliste. Le chef d'État partisan voulait que les journalistes vivent de leur art. Mais tout le monde attend ça. Mais combien d'entreprises de presse réellement sont viables? Combien d'entreprises ont une comptabilité disons, normale? Combien peuvent tenir une dizaine de personnes? Et ainsi de suite. Et d'autant que dans l'environnement dans lequel nous sommes, la politisation à outrance a plongé beaucoup de confrères dans la facilité. Et donc, il faut bien revenir aux fondamentaux pour que la création de ce ministère des médias soit vraiment profitable pour tous les acteurs du secteur.
Dans un autre registre, à présent, au Bénin, l'Agence belge de développement poursuit sa campagne de sensibilisation des femmes et des jeunes filles sur les opportunités qu'offrent certains secteurs d'activité. Après Cotonou et Parakou, les responsables de cette organisation ont mis le cap sur l'Okossa dans le département du Mono. Là-bas, il a été question de 2 jours d'échange avec des jeunes filles des lycées et collèges de la ville sur les métiers maritimes et portuaires. Nassissa Losey Florando. Devant un parterre de jeunes lycéennes et collégiennes de l'Okossa, des images défilent sur écran géant montrant des exemples de réussite féminine dans les secteurs maritimes et portuaires au Bénin. C'est la formule choisie par l'Agence belge de développement INABEL pour sensibiliser ces futurs cadres du pays sur les opportunités d'emploi qu'offre le secteur. Objectif: améliorer le taux de représentativité des femmes dans ce secteur d'ici l'horizon 2030. Nous avons environ 3% de femmes dans le secteur. Et aujourd'hui, la mission aux côtés du port autonome de Cotonou, qui représente l'autorité portuaire, c'est vraiment de porter ce taux à 30% d'ici 2030. Cette ambition est contenue dans les projets Passeport et Port-Port que finance le Royaume-Uni et l'Union européenne. Une ambition portée par l'État béninois qui en mesure l'importance. Et lorsque nous parlons du port, on ne voit pas que la mer, et on voit aussi la terre, et vous irez sur l'océan, mais il y a encore aussi des métiers sur le sol, et des métiers très alléchants, des métiers très intéressants, et des métiers très bien rémunérés. L'étape de l'Okossa fait suite à celle de Cotonou et de Parakou, tout comme les opportunités présentées à l'assistance. Les acquis de cette initiative suscitent déjà d'immenses espoirs. Avec ces sensibilisations Cotonou et Parakou, nous envoisinons environ plus de 1000 jeunes filles qui ont été touchées. Et sur ces 1000 jeunes filles, l'INABEL a voulu quand même montrer le chemin à d'autres institutions en octroyant déjà 10 bourses d'études, 5 au Bénin, 5 au Maroc. C'est une chance pour vous que les opportunités se déplacent vers vous. Si INABEL intervient au Bénin depuis plus de 20 ans et dans plusieurs domaines, le projet Port-Port, lui, vise, entre autres, à contribuer à une dynamique de mise en marche de l'économie bleue durable au Bénin. Et pour finir, reconnaissance et gratitude de la communauté de l'église du pasteur Jean Agumpé envers Dieu pour ses bienfaits dans la vie de Dieu donné à Agumpé, de même que la prophétesse Marie-Anne Benogbe. Après un an des événements douloureux rassemblés sur le site de la commune de Zakbota, filles et fils de cette communauté ont chanté et prié pour remercier le Tout-Puissant. Hélène Mousse Georges Vaudounon. Vendredi, pas comme d'ordinaire, pour les fidèles de l'église du révérend pasteur Jean G. Agumpé. Le culte célébré ici sur le site Mauna à Lotokpa dans la commune de Zakbota est un témoignage de la foi en Dieu et une reconnaissance de sa bonté sur ses serviteurs Dieu donné à Agumpé et Marie-Anne Benogbe. En effet, pris dans un imbroglio en mai dernier, le serviteur Dieu donné à Agumpé s'est retrouvé derrière les barreaux. La persécution qui a abouti à son incarcération a aussi impacté la prophétesse Marie-Anne Benogbe. Mais aujourd'hui, ces derniers ainsi que les fidèles célèbrent la victoire de la vérité, mais aussi de la foi sur l'adversité. Au-delà d'une messe d'action de grâce, c'est un moment de résurrection pour les brebis du révérend Jean G. Agumpé, mais aussi pour les aficionados de cette parole authentique que Dieu lui a révélée depuis 1978. À l'origine de la situation, l'héritage et la succession au révérend pasteur Jean G. Agumpé, la fraternité nourrie de concurrence, de haine et de violence, vit au pugilat et à la prédation. Fort heureusement, la série des événements va tourner court après un mois de détention. Dieu donné à Agumpé qui a refusé de dénaturer la voix de son père à retrouver la liberté. J'ai appris beaucoup de choses et dans tout ce qui se passe, Dieu a sa manière de corriger, d'éduquer et de renforcer la qualité de l'homme qu'il veut utiliser pour des circonstances données. Sous le ma ou ma va nami lo gbetche me o da lo mi pon ye ko no akunpeji bo pon u fe ne le me ma wa so do experience pro mi ma ha to we vivi no mi.
À Zakota, le message est clair. La voix du révérend pasteur Jean-G. Agunkwe va continuer par résonner encore longtemps. Mandaté pour poursuivre la mission de son géniteur, Dieudonné Agunkwe incarne aujourd'hui cette lumière qui a failli s'éteindre. Le climat de tension a dorénavant laissé place à une accalmie et une stabilité retrouvée. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci, Florence. Très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici les sports. Candide, bonjour. On ouvre le tour d'horizon de la semaine par cette bonne nouvelle. Les Amazones 17 qui sont au dernier tour qualificatif au mondial féminin de leur catégorie, prévu pour se dérouler au Maroc en 2026. L'histoire s'écrit peu à peu pour les filles de Ida Azonsou et qui sait, celle de cette année serait peut-être plus fructueuse que la campagne écoulée, celle de 2025 où les Amazones du 17 ont échoué contre une équipe zambienne au tout dernier tour de leur campagne. L'occasion donc de la manche retour en image du deuxième tour qualificatif, elles arrachent une victoire laborieuse devant la Sierra Leone. Déjà, il faut le souligner, dans une rencontre âprement disputée où la première partie était carrément pour les Sierra Leonaises qui ont donné du temps. Déjà, dès la 11e minute de jeu, le filet Sierra Leonais va trembler après une multitude de tentatives béninoises. À la 11e minute de jeu, le filet Sierra Leonais va trembler sur cette offensive. L'échappée de Romain Gandono qui va finalement donner le ballon à Diane Doué à la 11e minute de jeu, mais malheureusement celle-ci verra son but refusé pour position irrégulière, position trop avancée dans la surface de réparation et le but est refusé. Les Sierra Princesses seront, elles, récompensées par une offensive fructueuse sur cette action. Il faut le dire, à la 23e minute de jeu, Kadida Toudine trompe la vigilance de la gardienne béninoise et permet aux Siennes de s'imposer 1-0 à la pause de ce but de cette première partie de la rencontre disputée entre Amazon du Bénin et Sierra Queens de la Sierra Nord. Retour des vestiaires, le Bénin revient requinqué avec des joueuses prêtes à en découdre et sceller définitivement la qualification au dernier tour. Et sur ce qu'on est bien ajusté, Nazifatou, il faut le dire, Dangui va sonner la révolte sur cette action et permet aux Siennes de revenir dans la partie à la 69e minute de jeu sur une occasion identique. Il faut le dire, quelques minutes plus tard, c'est Romain Gandonou qui était resté un tout petit peu muette dans la partie qui va permettre au Bénin de faire le prêt à la 77e minute de jeu sur cette action, permettant donc à ses coéquipiers de se mettre à l'abri jusqu'au sifflet final. Score final, 2-1 pour les Béninoises qui s'imposent sur cette seconde manche. Tanguy, déjà un mot sur cette seconde manche disputée vendredi dernier à Lomé. Il faut dire que les Sierra Leonaises ont été plus entreprenantes. Ouais. On a vu qu'elles étaient vraiment engagées. Entre quand vous voyez la physionomie de la première partie, vous sentez qu'elles avaient dans la tête qu'elles pouvaient remonter les 3 buts qu'elles avaient encaissés en première au match aller. D'ailleurs, même, vous avez vu la réaction de leur du membre du staff technique qui leur demandait de se retourner. parce qu'il y avait du boulot encore apparemment dans leur tête. Bon, il faut peut-être remercier, je dois dire, la force mentale de nos Amazones qui quand même n'ont pas baissé les bras et qui sont revenus dans le match. Ça nous donne un peu, je dois dire, l'espoir que même quand elles sont menées, elles peuvent trouver les ressources mentales, psychologiques pour remonter au tableau de score. Bravo à elles. Bravo à elle qui termine justement victorieuse de cette manche retour 2-1 après s'être fait peur en début de partie avec ce but concédé à la 23e minute de jeu sur une offensive Sierra Leonaise. On va d'ailleurs écouter ici d'annoncer la sélection de ces Amazones U17 qui s'est exprimée vendredi en conférence de presse d'après-match. Je tiens à dire merci au peuple béninois, à tous ces supporters qui se sont déplacés et ceux aussi qui sont restés au pays pour nous soutenir. Et le match n'a pas été facile, nous le reconnaissons parce que la Sierra Leone est une équipe joueuse et pleine d'ambition. L'avantage que nous avons eu, c'était le match aller où nous avons gagné 3-0. Donc ils sont venus avec plein d'ambition et on a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. Nous avons eu beaucoup de difficultés, mais nous étions restés très sereines parce que nous connaissons un peu la qualité de nos filles.
Quand elles se sont remises en confiance après la mi-temps avec les échanges au vestiaire, vous avez vu le résultat et quelques changements aussi qui nous ont beaucoup apporté. Donc, dans l'ensemble, je peux dire que les filles ont cru en elles-mêmes, ont cru au travail que nous avons abattu depuis cette préparation comptant pour la double confrontation contre la Sierra Leone. Et on peut se réjouir du résultat pour la qualification au troisième tour. Les filles ont cru en elles-mêmes et au-delà de ça, l'avantage acquis au cours donc, de la manche aller, tous des aspects qui ont favorisé cette victoire de ces Amazones vendredi dernier au cours de la manche retour face aux Sierra Leonaises. On va revenir dans quelques instants sur l'adversaire du prochain tour des Amazones du Bénin, mais avant, on va se pencher sur d'autres résultats enregistrés au cours de cette manche retour. Le Bénin avec ce succès de Busan qui s'impose au terme donc, de la double confrontation avec la Sierra Leone par 5-1 au score cumulé. Pendant ce temps, le Kenya, lui, s'offre son ticket d'accès au dernier tour devant l'équipe de l'Ouganda après donc un score nul et vierge enregistré à l'occasion de la manche retour. Rappelons que le nul obtenu avec un score d'un but partout au match aller lors de son déplacement permet donc à l'équipe du Kenya de se qualifier pour le tour suivant. L'Éthiopie, lui, s'est imposée par 2-1 à l'occasion donc de la manche retour, tout comme au cours de la manche aller, s'offrant donc son ticket pour le dernier tour. Le Ghana, lui, a clôturé son festival offensif avec un autre succès 2-0 après donc la victoire 6-0 enregistrée à l'occasion donc de la manche aller entre le Cameroun et le Sénégal. Il n'y a pas eu de but marqué, 0 but inscrit entre les deux formations au match aller tout comme au match retour. Et le Sénégal a son sort avec donc un succès à la fatiguation des tirs au but, 4 tirs réussis contre 3 pendant ce temps. La Zambie de son côté après son succès 5-0 enregistré à l'occasion de la manche aller s'est imposé 2-0 au cours de la seconde manche et s'offre ainsi un succès 7-0 au score cumulé. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud, après un succès 2-0 au match aller, a été contraint au partage de points 0-0 avec l'équipe de la Tanzanie. Et puis, dans le dernier match, le Nigeria, le voisin de l'Est, après son succès 5-0 enregistré au cours de la manche aller, a continué son festival avec un autre succès obtenu hier. 6-0 devant l'équipe de la Guinée, s'imposant sur l'ensemble de la double confrontation avec un score de 11-0. La seule rencontre la plus prolifique de cette étape du deuxième tour. Allez, pour ce qui concerne les pays qualifiés pour le dernier tour qualificatif au prochain mondial, celui donc du Maroc 2026, on aura le Bénin. Le Bénin qui est en compagnie de l'Éthiopie, du Kenya, du Ghana, de la Zambie, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Sénégal. Elles ont sorti leurs homologues du Burkina Faso au premier tour, celle de la Sierra Leone au deuxième tour et au troisième tour prévu au mois de juillet prochain. Les Amazones du Bénin feront face à leurs homologues du Nigeria en double confrontation. Les homologues du Nigeria qui ont sorti, il faut le dire, leurs homologues de la Guinée avec un succès 11-0 à l'issue de la double confrontation. Ça sera une double confrontation aux portes du mondial du Maroc 2026 et qui d'entre le Bénin et le Nigeria va s'offrir ce ticket. Rendez-vous en juillet prochain pour le savoir. Mais déjà, on va écouter ici Danonsou sur cet adversaire du Bénin au dernier tour aux portes justement du mondial du Maroc 2026. Un géant de cette compétition, je ne saurais le dire avec certitude, mais je pense qu'elles n'ont jamais raté depuis la Coupe du Monde U17 féminine existe. Donc, rencontrer le Nigeria en troisième et dernier tour, c'est un défi. Et tout comme le Nigeria ont eu leur première participation, pourquoi pas le Bénin avoir aussi leur première participation contre le Nigeria. Nous gardons espoir et nous allons travailler dans ce sens pour y arriver. Voilà donc les mots de Ida en conférence de presse après un match. Au moment où on lui a annoncé que le prochain adversaire était justement le Nigeria qui a sorti la Guinée avec un score de 11-0, un autre challenge de grande taille à relever. Quand on sait surtout que par le passé, elles ont été, ma foi, arrière sur la route justement de cette sélection pour une qualification, on peut commencer justement à ne pas s'inquiéter, mais à mesurer un peu la taille du challenge. Aujourd'hui, on sait que
en matière de football, le Nigeria, c'est une grande expérience, que ce soit le football masculin ou féminin. Ils ont quand même une certaine expérience face au Bénin. Et ils ont aussi une tradition particulière de toujours sortir le Bénin au dernier moment. J'espère que cette fois-ci... C'est de très très longue. Absolument. J'espère que cette fois-ci, en tout cas, on trouvera le moyen de leur faire la peau. Et on va compter sur nos Amazones. Elles ont été quand même solidaires sur le parcours. Quand on voit un peu, je dois dire, les deux étapes qui ont précédé justement. Ils ont été battus à l'année. Tout à fait. Par le Burkina Faso. Absolument. On verra bien en tout cas ce que ça peut donner, puisque véritablement leur jeu change progressivement de physionomie, et je veux dire positivement. Et c'est ça aussi qui permet de garder espoir. De garder espoir. Rendez-vous en juillet prochain pour cette nouvelle étape, cette dernière, on va le dire, face au Nigeria, une dernière marche à monter pour s'ouvrir grandement les portes du mondial, comme pourquoi pas les Amazones U20 l'ont fait face à la Côte d'Ivoire en 4 tours disputés pour donc s'ouvrir les portes du mondial de la Pologne de 2026. Allez, on va s'intéresser à une autre sélection nationale. Le sélectionneur des Guépards U23, Raymond Tchaï, a dévoilé ce dimanche une liste de 30 joueurs pour un stage de préparation de plus d'une semaine au Centre d'excellence de football de Misreti, un stage qui se déroulera du 1er jusqu'au 9 juin prochain en vue de poursuivre le travail entamé il y a depuis quelques semaines, il faut le dire, au sein du groupe, et qui a même été testé mercredi dernier par un match en interne avec les Guépards seniors, soldé par une défaite de cette sélection locale. Un regroupement qui permettra également au staff technique de renforcer la cohésion du groupe en prélude aux prochaines échéances. Comme vous le voyez déjà à l'image, 3 gardiens de but convoqués: Mariano Tinovi, Oben Lissassi, Sani Sabikou. En défense, nous avons Fofana Mouamman, Akbadonou Charles, Yahi Kolade, Akbanou Prince, Abba Lonou Raouf, Alassane Suleiman, Seibouzoul Kaneri Kokou Kennedy et Hector Dossé. En milieu de terrain, nous avons Karim Ramdan, Idrissou Mounassirou, Djokoui Ferdinand, Alavok Kevin, Roufaï Sobour, Yakoubou Akimoui Kassin, Alidou Hamza. Et puis en attaque, nous avons Zakiou Abdoulaye, Malik Lawa, Olugbade Junior, Abiodun Christian, Hundo Grastien, Malik Yara Rissounan, Tchala Arnaud, Chamsoudine Petoni, Oseni Badirou, Idrissou Maroufou et puis Atou Farouk. Voilà donc les 30 joueurs convoqués par Raymond Tchaï pour un stage de 10 jours, de 9 jours, du 1er jusqu'au 9 juin prochain au Centre d'excellence de football de Misreti. Tanguy, oui. Le week-end a été mouvementé. Le Paris Saint-Germain réussit un hold-up parfait, un back-to-back historique pour le club de la capitale française, aux dépens de l'équipe d'Arsenal, dans une rencontre qui avait pourtant bien commencé pour les Gunners avec le but marqué très tôt par Kai Havertz. Les Anglais n'ont pu conserver leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Le Ballon d'Or européen réussit à rétablir la parité à la 64e minute de jeu sur penalty, renvoyant les deux équipes à l'étape des prolongations. Au cours des 30 minutes supplémentaires, les filets n'ont jamais tremblé. C'est finalement au fatidique séance des tirs au but que le PSG s'impose avec 4 tirs réussis contre 3 pour les hommes devant les hommes de Michael Arteta. Luis Enrique et ses hommes triomphent à nouveau. Oui, j'avoue que cela a été très très difficile pour eux. D'ailleurs, comme cela a été laborieux, face, je dois dire, au match retour devant le Bayern de Munich, on se rappelle, mais il faut quand même reconnaître au technicien espagnol sa capacité à trouver les moyens de contrer même la supériorité technique et tactique offensive de son adversaire. C'est d'ailleurs ça qui lui a réussi face aux Bavarois, c'est ça qui lui a réussi d'ailleurs face aux Anglais hier aussi, où ma foi, on n'a pas vu un PSG développé véritablement, en tout cas son jeu qu'on le connaissait très très offensif, où ça partait de tous les côtés. Bon, on va dire, oui, le PSG a eu un peu plus de chance, sauf qu'on a toujours ce grief. Je ne sais pas si cette saison, les arbitres ont fait le pari de gâcher tous les matchs, en tout cas les plus importants, et de nous pourrir la vie autour donc de la fête de football. Parce qu'hier, quand même, il y a eu quelques décisions qui, ma foi, laissaient s'inquiéter autour de l'objectivité des décisions prises. Quoi qu'il en soit, à l'arrivée, c'est les Français qui ont gagné, on va leur dire bravo, c'est historique
Je crois qu'en dehors du Real, c'est pas s'il y a un club qui a pu conserver son titre comme ça. Il y a l'Ajax, il y a le l'Ajax, voilà. Donc, on peut dire bravo en tout cas au PSG qui, ma foi, rentre ici dans l'histoire. Et aussi, après ce sacre, il faut le dire, les Parisiens sont entrés hier à Paris et ont été largement fêtés dans la rue parisienne pour donc ce deuxième sacre de l'histoire de l'équipe après 14 ans de course infructueuse. Les Parisiens qui s'offrent 2 titres consécutifs et on pense déjà un back-to-back, un troisième titre d'affilée. Et seulement 3 clubs l'ont fait, le Real Madrid, le Bayern Munich et l'Ajax. Oui, pourquoi ne pas rêver si on a déjà en tout cas fait ça 2 fois déjà. C'est vrai que le PSG n'était pas attendu en tout cas à ce niveau. Difficilement de barrage. Absolument, après, toujours difficilement de barrage. Même l'année passée, c'était toujours ainsi. Je ne sais pas si c'est un gris-gris qu'ils ont fait à ce sujet-là. De toute la façon, si ça peut leur porter chance, pourquoi pas. Mais est-ce qu'ils ont les ressources? Oui, ils ont les ressources. D'abord financière, parce que le PSG fait quand même partie de l'un de ces clubs sur la planète qui se porte financièrement très bien, parce que justement, ayant à son chevet, je dois dire, les détenteurs de pétrodollars qui dépensent sans hésiter, sans réfléchir. Donc. Et puis le football, c'est surtout ça. Il faut d'abord disposer de moyens à investir parce que les grands joueurs, les bons joueurs, ça s'achète. Et ce n'est pas en francs CFA aussi facilement comme on peut le deviner par ici. Donc, ils ont de l'argent, premier élément. Deuxième élément, ils ont quand même, je dois dire, des jeunes très déterminés qui sont partis d'une génération donnée. Les gens pensent que le PSG a commencé à jouer véritablement l'année passée, alors que justement, vous l'aviez rappelé, ça fait quand même 14 années de disette, d'espoir déçu, etc. Oui, ils ont les ressources s'ils arrivent à faire, je dois dire, un mercato intéressant. Je crois qu'ils sont en train de lorgner du côté de l'Atlético pour leur numéro 9, etc. Ils sont en train de voir aussi du côté de l'Angleterre. Donc, s'ils arrivent à étoffer leur effectif, pourquoi pas. Ils ont aussi un entraîneur qui est la seule star de l'équipe. Oui, qui est la seule star de l'équipe. C'est surtout ça qui fait le secret de réussite, je dois dire, de cette équipe-là, où on n'a pas de grosses têtes sur le terrain et tout le monde est discipliné. Ça permet quand même à ce que tout le monde fasse l'effort qu'il faut, que ce soit offensivement ou défensivement, afin de permettre à l'équipe de se porter mieux. Oui, ils ont les ressources. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, le chemin il sera long. Marquinhos l'a même souligné, l'a même martelé en conférence de presse d'après Sacre que le chemin il sera long pour un autre Sacre, un back-to-back. En tout cas, rendez-vous dans quelques mois pour connaître si le Paris Saint-Germain, pour savoir si le Paris Saint-Germain ira encore au bout d'un nouvel exploit. On va s'intéresser à autre chose au plan national. Le champion de nos différents championnats, permettez la redondance, un championnat national d'élite n'est pas encore connu, mais le classement reste serré en tête avec des équipes qui restent déterminées dans ces dernières lignes droites vers le sacre de la saison. On jouait ce week-end la 31e journée de la Ligue en saison 2025-2026 pour un total de 9 matchs disputés, score de 2-1 pour la victoire de l'Aspac devant Dynamo FC d'Abomey. L'équipe des Bœufs du Borgou et celle des Soha Boys de SPC de Savalou ont partagé le point au terme d'un score nul de 3-3, 3-1 pour la victoire de Coton FC devant l'équipe de Dragon de Lumé, 2-2 entre Damissa et la jeunesse sportive de Pobedjev d'Adier, et l'équipe de l'Est Cotonou ont partagé le point au bout d'un score nul d'1-0, 0-0 entre Asfo et l'USS Craqué. Audio s'est imposé par 2-0 à l'équipe de l'US Cavalier. L'AS Sobemar s'est imposé par 1-0 à l'Autopopo, et puis Aïma abattu par le même score l'équipe de Banigancé. Le classement, il reste dominé par l'AS Sobemap avec un total de 61 points au compteur, en goal différentiel de plus 13. Coton Football Club deuxième avec 58 points au compteur et seulement 2 points de plus pour que l'équipe de l'ASPAC, troisième avec 56 points au compteur, un goal différentiel de plus 23. Au bas du classement, l'US Cavalier reste 16e avec 29 points au compteur. La jeunesse sportive de Pobet est avant un dernier avec bien entendu 28 points au compteur, un goal différentiel de moins 9. Et puis Dadje gagne la dernière place avec 15 points au compteur, un goal différentiel de moins 44. Dadje qui est déjà relégué officiellement en Ligue inférieure notamment.
la deuxième division. Au niveau de l'antichambre, on parle justement de la Ligue 2 béninoise. On en était à la 30e journée de compétition ce week-end pour aussi 30 matchs disputés, score nul et vierge entre l'AS et l'E-Sport et l'équipe de Pontet FC à l'occasion donc de cette 30e journée de compétition. Victoire pour la jeunesse athlétique de Ketou devant Adidja 3-2, score nul et vierge entre Dynamo de Parakou et l'équipe d'énergie FC 3-1 pour la victoire de l'AS Tarkouna devant Dynamique FC de Djougou-Beke s'est incliné 2-0 devant l'équipe de Real Sport de Parakou. Même score pour la victoire de Yefa devant l'équipe de Sitatunga. 2-0 pour le succès de Abeille devant l'équipe de l'AS Police. Boa s'est imposé par 1-0 à l'équipe d'Avant Commun Sport et puis Azizia est venu à bout de Requin 3-2. Le classement, il est dominé par Yefa avec 55 points comptant en haut différentiel de plus 19, un point de plus que l'équipe de Pontet deuxième et puis la troisième place est pour l'AS Tarkouna avec 50 points au compteur en haut différentiel de plus 7. Au bas du classement, Requin reste à la lisière de la zone de relégation avec un total de 25 points au compteur, 21 points au compteur pour Dynamo de Parakou qui garde l'avant-dernière place au classement. Et la lanterne rouge est pour Dynamique FC avec 17 points au compteur et un haut différentiel de moins 29 Tanguy. On va parler des dames. Ouais. La phase de play-off de la première division féminine a connu son épilogue, c'était ce dimanche. 2 matchs déroulés dans le cadre en clôture donc à cette phase de play-off de la première division de football féminin de cette saison. On en était à la 3e et dernière journée de la phase de play-off de la première division de football féminin pour cette 3e journée. Un scénario fou à Savalou, mais pendant ce temps, il faut le dire, dans l'autre rencontre, l'équipe de l'AS JFA s'est imposée par 2-0 à l'équipe de l'AS Cotonou. Et dans l'autre affiche, Dynamique est venu à bout d'Élite AC de Parakou. Élite qui voyait le titre dans son sac à quelques secondes de la fin de la rencontre, à 2 secondes, il faut le dire, les joueuses de Dynamique FC n'avaient pas encore dit le dernier mot. Elle s'impose au bout de la rencontre 2-1 devant l'équipe d'Élite AC de Parakou. Le classement au terme donc de cette 3e journée de la phase de play-off, vous allez le voir et vous allez peut-être vous poser certaines questions. Mais je vais vous l'expliquer plus amplement. Dynamique FC est en tête avec 6 points au compteur en gros différentiel de plus 1, contrairement à Elite AC qui compte également 6 points au compteur mais un gros différentiel de plus 2 est positionné à la 2e place au classement. La dernière affiche opposait justement Dynamique à Elite AC de Parakou en clôture donc à cette 3e et dernière journée de la phase des playoffs et justement déjà à l'étape du tirage au sort pour cette phase de play-off où les représentants de chacune des équipes étaient présents. Il faut le dire, ces différents acteurs s'étaient mis d'accord sur un principe. En cas d'égalité entre certaines équipes, c'est le critère de la confrontation directe qui entre en jeu en première ligne. Et là, Dynamique FC qui s'est imposé hier à l'équipe d'élite AC de Parakou sur le coup de la rencontre, s'offre donc la première place au classement et sauf changement de dernier minute, sauf cataclysme, est déclarée championne de la saison en première division féminine de cette saison 2025-2026. Élite AC devra donc se contenter de la place de vice-championne du Bénin de cette saison. 6 éditions de l'organisation de ce championnat de football féminin. Élite AC a animé des courses infructueuses et là encore l'équipe échoue aux portes donc du Kral et va donc tenter une nouvelle fois à partir donc de la saison prochaine. ASGFA est 3e sur le classement avec 3 points au compteur et un gros différentiel de moins 1. Et puis l'AS Cotonou termine 4e du championnat avec 3 points également au compteur et un gros différentiel de 2. Voilà donc ce qu'on peut retenir sur ce qui concerne la première division de football féminin du Bénin. On va changer de discipline pour boucler le tour d'horizon sportif de ce matin. Basketball pour finir une compétition, il faut le dire, Tanguy, une compétition africaine se déroule à Ibadan depuis quelques jours. Oui, le Bénin participe depuis la semaine écoulée justement à ce rendez-vous de basketball 3x3 universitaires africains, c'est au Nigeria. Et les 2 équipes béninoises engagées sont toutes qualifiées pour les 4 finales. Oui, la nouvelle est tombée hier. Une compétition organisée chaque année sous l'égide de la Fédération internationale du sport
universitaires qui servent le tournoi qualificatif pour la Coupe du monde du sport universitaire. L'entrée en lice a été réussie aussi bien chez les garçons que chez les filles. Dans la catégorie masculine, les garçons de l'USST de Lokossa, championne nationale, donnent le ton avec une éclatante victoire face à leurs homologues de Unilorin Knight du Nigeria, score arrive 21-13, un résultat qui permet à l'équipe béninoise de lancer parfaitement sa campagne à Ibadan, sauf que la suite a été a connu un frein pour l'équipe masculine du Bénin avant de renouer avec la victoire au cours de la deuxième sortie du premier tour. Le SST Lokossa s'incline sur un score de 18-11 face à l'université de Ibadan. La troisième sortie, elle, sera fructueuse pour les jeunes béninois qui arrachent une victoire 21-11 devant les garçons de Kisii University du Kenya. 2 victoires et une défaite au premier tour, qui offre donc la qualification en quart de finale pour les jeunes béninois de l'USST de Lokossa. Et sur l'autre tableau du côté des filles, ça évolue sans embâche. 2 victoires consécutives en autant de sorties et aussi une place en quart de finale de cette 8e édition de l'Afro Varsity Basketball 3 contre 3 Challenge de 2026. Déjà pour leur entrée en compétition, les filles de l'USST de Lokossa s'imposent 17-8 aux filles de l'University of Ilorin du Nigeria. Elles dominent ensuite leurs homologues de l'Université de Ibadan par 14-8. Un deuxième succès qui offre le premier ticket des quarts de finale au Bénin sur le tableau féminin. Tanguy, on aura assez parlé sport ce matin. N'oubliez pas le rendez-vous de 21h, le grand format de l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin à partir de 21h. On va évoquer pas mal de disciplines. Déjà, cette qualification au dernier tour des Amazones U17 du Bénin au prochain mondial des moins de 17 ans qui va se tenir au royaume chérifien au Maroc, justement à partir d'octobre jusqu'en novembre prochain. Les Amazones du Bénin qui vont affronter au dernier tour leurs homologues du Nigeria pour s'ouvrir grandement les portes du mondial. On évoquera justement cette performance de la fin de semaine écoulée des Amazones U17. Au-delà de ça, le ministère des Sports qui a organisé il y a cela quelques semaines une détection en France pour donc dans le cadre du renforcement de ces différentes sélections nationales. Une campagne de détection des binationaux a été organisée en France. On fera le point de cette campagne française avec le manager général des équipes nationales de catégorie d'âge du Bénin, Vincent Routuro, sera sur le plateau du Canal Sport ce soir à partir de 21h pour nous faire le point de cette campagne effectuée en France. Au-delà de ça, beaucoup de disciplines seront au rendez-vous. Si tout va bien, on aura en direct depuis la France Noali Arrigo, reconnu, il faut le dire, élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin il y a cela quelques jours. Au-delà de ça, Yamirou Ourour, un jeune guépard convoqué par Guénotre pour la toute première fois en équipe nationale à Fagnan. Yamirou Ourour qui a terminé équipe championne avec son équipe de la COSENS qui a terminé champion du Danemark en deuxième division précisément pour donc assurer une montée en élite du championnat danois. On aura Yamirou Ourour en direct sur Canal Sport ce soir. Prenez le rendez-vous, c'est à partir de 21h. Bien noté, Candide. Merci beaucoup pour le tour d'horizon de l'actualité des sports ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On va se voir demain, quant à nous, par ici. À demain. À demain. Mesdames et messieurs, voici mon deuxième invité. Deuxième invité, c'est Claire Soglo, inspectrice des enseignements maternels et primaires. Madame Soglo, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes inspectrice de l'enseignement maternel et primaire. Avec vous, on va essayer de parler du diplôme du CEP qui, de plus en plus, en tout cas, est sujet à caution. Madame l'inspectrice, c'est un vieux débat qui ressurgit à la veille de cet examen chaque année. La pertinence de ce diplôme-là aujourd'hui, c'était un diplôme qui était très demandé hier. Aujourd'hui, on peine à le mentionner, en tout cas dans les dossiers de candidature. Comment est-ce que vous l'expliquez? Merci, monsieur le journaliste. Et le CEP est un examen phare pour le système éducatif béninois. Ah bon? Parce que, vous le savez, c'est une évaluation certificative qui prend en compte nos enfants
de 10 à 13 ans. 13 ans à peu près. À peu près en moyenne. Et il mobilise beaucoup d'acteurs. Et je voudrais féliciter déjà le ministre, notre tout nouveau ministre. Et pour l'organisation, il est entré de plein pied dans cet examen. Tout à fait. Et je lui souhaite plein succès. Et succès également à tous les candidats et bonne mission pour les autres acteurs impliqués dans cet examen. Alors, pour revenir à la question, pourquoi on demande de moins en moins le CEP, il a perdu sa valeur? Et c'est une question qui, ma foi, se retrouve de plus en plus sur certaines lèvres. Mais à mon sens, il manque un peu, cette question-là manque un peu de sagesse. Ah bon? Ah oui, parce que le CEP, c'est vrai, n'est plus exigé pour certains emplois. Ouais. Mais vous savez que trop s'accrocher au rétroviseur peut créer des ennuis. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Et je ne trouve pas nécessaire de continuer de comparer le CEP d'hier au CEP que nous organisons aujourd'hui. Pourquoi? Et le CEP est en train de changer de fonction, mais sa valeur est intacte. Ah bon? Ah oui. Parce que, comme vous vous en doutez, c'est un examen qui certifie la maîtrise des apprentissages fondamentaux à l'école primaire. Ok. Et on n'a jamais parlé d'une certification professionnelle. C'est un diplôme qui marque les apprentissages fondamentaux. Et puis, au cycle primaire, l'enfant rentre à 5 ans, disons 5 ans globalement, et fait 6 ans d'efforts. Je crois que c'est une bonne raison pour marquer ce cycle scolaire d'efforts, d'endurance pour cet enfant-là par cet examen. C'est quoi le profil d'un enfant qui sort avec le CEP, par exemple, de son école? C'est quoi son profil, son importance dans une société d'aujourd'hui? Je veux dire, s'il s'arrête là, à quoi est-ce qu'il peut être utile à sa société quand vous dites que c'est un apprentissage fondamental? Vous savez que le CEP aujourd'hui est un examen qui est passé par les enfants, par les jeunes enfants. Oui. Donc, le profil, c'est d'acquérir des compétences fondamentales pour entrer, d'accord, au cycle secondaire qui prépare déjà à une vie future. Voyez, Monsieur Tanguy. Donc, et si l'enfant réussit, oui, ce n'est pas pour aller travailler. Encore que s'il doit travailler comme par le passé, c'est encore possible. S'il a déjà acquis un niveau de développement des compétences, je crois que ça va lui faire un pont pour pouvoir continuer d'autres apprentissages. Ce n'est pas exclu. Donc, et ce que moi je trouve comme fondamental dans l'organisation de cet examen, c'est qu'on puisse vérifier, d'accord, le niveau atteint dans les apprentissages. Par l'enfant. Il rentre. Vous savez qu'au Bénin, nos enfants rentrent à l'école avec la langue maternelle, la langue de socialisation. Mais aujourd'hui, dès qu'ils rentrent, progressivement, on commence par
l'habituer au français, hein, et les compétences à développer à ce niveau, il y a au moins 3 que je peux citer. Hein. Il doit pouvoir s'exprimer correctement dans cette langue officielle qu'est le français. Il doit pouvoir écrire. Il doit pouvoir écrire, voyez, des tests de type et de fonction variés. D'accord? Et passer par la lecture. Il doit pouvoir lire. Et la lecture est au milieu de la compétence à l'oral et de la compétence à l'écrit. Donc, il doit pouvoir savoir lire. Et vous savez que la lecture est la clé de du savoir. Et par rapport à cela, on doit pouvoir lui apprendre à vraiment maîtriser le français pour son niveau et réaliser des activités en mathématiques et fondamentalement aussi les activités des autres champs de formation. Parce qu'à l'école primaire, nous travaillons fondamentalement 6 champs de formation, à savoir le français, les mathématiques, d'accord, l'éducation sociale, l'éducation scientifique et technologique. Nous travaillons l'éducation artistique, d'accord, pour que les enfants développent le goût du beau, du bon et du vrai. Voyez? Donc, toutes ces notions, ces compétences-là sont développées quand même pour lui permettre d'accéder aux autres niveaux de connaissances. Donc, c'est fondamental à mon sens. Et je crois il y a un psychologue, Dodson, c'est un psychologue du XXe siècle, qui dit que tout se joue avant l'âge de 6 ans. C'est un docteur en psychologie qui dit que tout se joue avant l'âge de 6 ans. Et lorsque vous vous amusez à parcourir sa théorie, vous vous rendez compte que c'est à l'école primaire que les 50% de connexion intellectuelle de l'enfant se développent. Et la suite continue. Oui, mais quel est le lien justement avec l'examen de façon pratique? On sait que l'enfant apprend tout cela sur 6 ans, etc. Un examen qui arrive pour sanctionner tout cela. Quand on sait que justement, on peut faire autrement. Certains pensent que l'évaluation au niveau des établissements peut largement suffire à faire passer l'enfant, je dois dire, de la classe de CM2 par exemple en 6e, plutôt que l'État investisse autant de milliards chaque année pour organiser le CEP qui, ma foi, n'est plus demandé et qui laisse un peu certains parents sur leur soif. N'oubliez surtout pas les plaintes des professeurs qui se plaignent du niveau des apprenants qui baisse. Merci. Et c'est effectivement ces plaintes que nous entendons, mais qui, ma foi, restent restrictives. Parce que quoi? On me parle du coût de l'examen. Oui. Alors, le coût d'un examen est visible, que ce soit le CEP et les autres examens nationaux. Le coût est visible. Mais si on fait l'expérience de son absence, on saura que l'absence d'évaluation est beaucoup plus, le coût de l'absence de l'évaluation est beaucoup plus élevé. Comment ça? Ah oui, parce que si vous ne voulez pas essayer l'éducation et vous voyez le coût de l'éducation, vous serez obligé, consciemment ou inconsciemment, de faire l'expérience de l'ignorance. Or, nul n'a besoin de démontrer le coût de l'ignorance. L'ignorance coûte très cher pour le développement d'un pays. Il ne s'agit pas de ne pas enseigner les enfants, il s'agit de les évaluer après les 6 années, de les évaluer au niveau de leur établissement et de leur permettre d'aller en 6e. C'est un peu plus économique que de leur faire subir 3 jours de composition ou 2. Et oui,
Oui, je crois que vous parlez là de l'importance. Une évaluation sommative à l'école, en classe, ne saurait remplacer un examen national. Pourquoi? Ah oui, parce que le CEP, c'est le premier diplôme. Monsieur Tanguy, si avant de venir ici ce matin, dès 7 heures, vous avez pris la peine de passer devant les centres d'examen, vous aurez pu comprendre qu'il y a un nombre écrasant de parents d'élèves qui accompagnent leurs enfants et qui attendent au portail, à la porte du centre. Et si vous voyez leur état d'âme, vous saurez que c'est un examen très important, non seulement pour les parents, mais également pour les apprenants. Parce que c'est le premier diplôme, son premier diplôme. Et ne pas passer par cet examen serait une chute, vraiment, une baisse de la qualité. Une baisse de la qualité et des apprentissages. Une baisse de motivation, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. D'accord? Et cela pourrait faire augmenter l'échec scolaire. Donc la difficulté au niveau du secondaire dont vous parlez, c'est juste un problème d'adaptation qu'il faut régler. Au primaire, les approches, la démarche, la manière d'accueillir les enfants, tout ça constitue un accompagnement, un suivi, mais qui n'est pas toujours observé au niveau du secondaire. Donc, au départ, les enfants sont un peu désorientés. Et là-bas, parfois, les leçons sont dites et qu'il faut prendre note. Donc, c'est des habitudes que les enfants, au niveau du primaire, n'ont pas pu développer à ce niveau-là. Donc, voyez, organiser le CEP, ce n'est pas faire des dépenses, mais je crois que c'est un investissement dans la qualité de l'éducation. Chaque année, le taux de réussite à cet examen laisse à croire que, bon, c'est de la formalité. Depuis quelques années maintenant, on est au-dessus de 90%. Hein. Pourtant, les professeurs au secondaire se plaignent. Le niveau des apprenants baisse de plus en plus. C'est l'une des raisons qu'avancent aussi ceux qui pensent qu'il faut supprimer l'examen. Si tant est que tout le monde peut réussir facilement, au-delà de 90%, et que bon, on a l'impression que le niveau n'importe plus du tout dans l'évaluation, il vaut mieux laisser passer tout le monde, donc supprimer l'examen, l'organisation de l'examen. Monsieur Tanguy, je crois que le taux de réussite élevé à un examen devrait être un motif de satisfaction. Absolument. Donc, un motif de satisfaction pour les apprenants, pour les parents et pour tous les acteurs. Pour les enseignants aussi. Les enseignants. Ça veut dire qu'ils font très bien leur travail. Et imaginez tout ce que l'État engloutit comme tout ce que l'État engloutit comme moyens, ressources dans le CEP. Disons, dans cet examen, et que au finish, on n'a pas les résultats. Les résultats que nous avons, c'est le fruit d'un processus en marche au niveau de notre sous-secteur. Vous voyez? Donc, moi, je dis, et si l'encadrement est bien fait, l'encadrement pédagogique, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des apprenants, si c'est bien fait, les meilleures préparations des élèves
les dispositions pour de meilleures ressources éducatives. Écoutez, et les réformes aujourd'hui au CICP recommandent que les enfants, tous les enfants, au moins à plus de 90%, arrivent à lire et à écrire en français. Ouais. Alors, si cet engagement continue et que tous les enfants, déjà dès le début de la scolarité, apprennent à lire et à bien lire, il n'y a pas de raison pour que au sous-cycle 2, ils ne continuent pas travailler, pas développer des compétences et qu'un jour, au CM2, ils arrivent à réussir à 100%. Et c'est l'objectif. Vous voyez? Donc, parce que le taux est élevé depuis un certain temps, cela se justifie. Ah ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, nos enfants peuvent manger à l'école. Et tout cela apporte un gain à au développement intellectuel, puisque le ventre creux ne peut pas réfléchir. Vous voyez? Donc, ça apporte un gain. Ça fait un aspect. Et l'autre aspect, vous devez constater que des efforts énormes se font au niveau de l'encadrement. Au niveau de l'encadrement des élèves. À chaque fois, il y a des commissions qui sont convoyées dans les écoles pour vérifier le niveau d'évolution dans le programme, pour voir l'atteinte des objectifs. Donc, avec tout ce suivi, ce dispositif en place, le contraire d'un résultat meilleur étonnerait tout le monde. Donc, je crois que c'est une ligne droite que d'avoir de bons résultats et cela devrait être un motif de satisfaction pour nous tous. Alors, mettons que les enseignants au secondaire ont tort de se plaindre du niveau des apprenants, alors? Oui, ils devraient prendre la patience de nous aider à accueillir ces bouts de chou-là. C'est des enfants dans ce système. C'est ça. Et puis, aujourd'hui, nous aussi, nous devons faire un travail. Mes collègues qui sont encore en activité, ils le savent. Ils vont finir leurs examens dans quelques jours. Mais ils ont encore 2 bonnes semaines ou plus pour rester dans l'école. Donc, je crois que pendant cette période-là, on pourrait être amené à les préparer pour la vie au collège. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée, il faut les y préparer. Et c'est le défaut de cette préparation sérieuse-là qui fait que certains professeurs se plaignent un peu du niveau c'est juste au début de l'année. Madame Soglo, on entend souvent, sinon de plus en plus, que l'État exige des taux de réussite, notamment pour le CEP, parce que la pression des bailleurs de fonds et autres techniciens, on appelait ça PTF, partenaires techniques et financiers, en font des exigences, c'est vrai? Oui, c'est... vous me le faites entendre. Ah bon? Vous n'avez jamais entendu ça? Et moi, je suis restée dans le système pendant 32 ans. Je suis retraitée depuis un bout de temps, mais j'avoue que je n'ai jamais entendu parler de taux fixé par le gouvernement. D'amélioration et de soins à apporter peut-être à... Et ce que j'entends dire et ce que j'ai eu l'occasion de pratiquer, c'est que il faut travailler pour obtenir de bons résultats. Et vous savez, les directeurs d'école, c'est eux qui gardent le CM2, mais c'est aussi eux qui pilotent tout le système au niveau de leur école. Donc, ils sont impliqués, ils ont un rôle essentiel dans le pilotage de l'école. Donc, il est normal qu'ils soient comptables des résultats.
Donc, et par rapport à cela, ils doivent travailler. Mais il est aussi bien que le ministère, le gouvernement prenne des mesures dissuasives pour décourager certains acteurs indélicats qui abandonnent les candidats et qui font autre chose. Donc vous êtes d'accord que l'État décharge les directeurs qui ont 0% de taux de réussite? 0%. Comment, s'ils n'ont pas les moyens, d'abord ils sont gestionnaires de l'école, ils ont beaucoup de charges administratives, ils doivent être dans la salle de classe, suivre l'apprenant, on sait combien de fois c'est compliqué de suivre les enfants, etc. Et surtout avoir un œil sur le personnel enseignant, c'est compliqué tout ça, c'est beaucoup de choses à la fois. Ils ont appris à le faire. Ah oui? Et nous devons, je suis d'accord avec vous, qu'il faut renforcer l'accompagnement des directeurs en les formant, en les soutenant, je suis d'accord. Mais ils savent le faire. Savent le faire. Et puis, tenez-vous tranquille. Un enfant, une cohorte qui entre au CI, il fait le premier niveau, CP, le deuxième niveau, C1, CE2, le troisième niveau, il fait le CM1 avant de passer, il fait 6 ans. Et au finish, il va se présenter à un examen et on va dire qu'il n'y a rien, 0%. Le directeur même devrait être gêné. Il y a des éléments qui peuvent... Mais là, vous avez constaté avec moi que depuis la prise de cette décision dissuasive, il n'y a plus de ces taux médiocres ou nuls. Donc c'était une volonté, déjà dire, des directeurs de ne pas faire... Il y en a d'indélicats. Il y en a d'indélicats. On va finir avec cette dernière question. Hein. Désolé, le temps est complètement parti. On va répondre rapidement. L'État avait introduit l'éducation et l'engagement civique. Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement, en une minute. Je considère que cette orientation-là est très pertinente. En quoi? Parce que d'abord l'éducation civique et patriotique, nous développons cela. Oui, ça continue toujours dans les salles de classe. Ça continue, mais cette fois-ci, on a ajouté l'engagement. Donc pour moi, c'est que on ne va plus se limiter à l'acquisition des connaissances civiques et patriotiques, mais maintenant pratiquer. On doit pouvoir agir. Et ça va être au bénéfice du peuple béninois qui ne sera plus injurié tous les jours dans les rues. Non, il nous faut l'engagement civique. Et puis apprendre la citoyenneté en la vivant. Je crois que c'est de ça qui sera désormais question à travers les pratiques quotidiennes, les projets d'école, le développement de l'esprit de responsabilité, voyez, et l'observation des repères, des modèles. Je crois que la jeune génération en a besoin et c'est une très belle orientation que j'encourage le gouvernement à développer. Claire Soglo, merci beaucoup d'être venue sur Actu Matin. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause à travers justement le récapitulatif de Idriss Boukari sur ce qui s'est passé ces derniers jours au Bénin. Juste après, on revient pour le débat. De l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Après la nomination du gouvernement par le président de la République, Romuald Wadaï, quelques heures seulement après son investiture, l'heure est désormais à l'action. Le jeudi 28 mai 2026, les ministres de la nouvelle équipe gouvernementale ont tenu leur tout premier conseil des ministres au palais de la Marina.
Une rentrée gouvernementale marquée par un important renouvellement de l'équipe, avec seulement 6 anciens ministres reconduits du précédent gouvernement de Patrice Talon. Dans une ambiance détendue, le nouvel exécutif affiche déjà sa volonté de se mettre rapidement au travail face aux nombreuses attentes des populations. Cette première rencontre a permis au chef de l'État de fixer le cap et de définir les grandes orientations pour les 7 prochaines années. Dans les différents secteurs, les attentes des populations restent nombreuses. Emploi des jeunes, pouvoir d'achat, éducation, santé, infrastructure, agriculture ou encore gouvernance. Je vous confirme que le cap a été fixé. Le chef de l'État a donné un développement sur sa façon de conduire l'action à la tête de l'État, les priorités aussi, l'organisation du travail. La maison des médias Thomas Menyassa a changé de visage. De l'état de délabrement à un joyau, la maison des médias a fait peau neuve et répond désormais aux attentes des professionnels des médias. Une descente du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication le vendredi 29 mai 2026 a permis aux journalistes et autres acteurs présents de découvrir un édifice entièrement rénové. Ce qui était une ambition des autorités d'alors devient, grâce à la continuité de l'action publique, une réalité dont la finalité est de faire de la Maison des médias un véritable centre d'excellence au service des professionnels des médias. C'était le président Talon qui a décidé. C'est grâce au président Wadahi qui a fait diligence vraiment personnellement avec moi pour que ça aille si vite et si bien. Nous allons faire rapidement un projet d'équipement de la Maison des médias que nous allons soumettre à tous les partenaires. L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi l'atelier de renforcement des capacités sur l'approche One Health, entendez une seule santé. Il est organisé par la Commission permanente santé de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. L'approche One Health regroupe la santé humaine, animale et environnementale. Les différents acteurs se sont donc retrouvés pour passer de l'adhésion conceptuelle à une opérationnalisation concrète à travers le renforcement de leurs compétences. La session de formation a réuni les points focaux des ministères, membres des commissions techniques et autres acteurs de la plateforme One Health a été lancée le mardi 26 mai 2026 par le secrétaire de la commission permanente santé de l'ANSALB. Les travaux se sont déroulés dans la salle de conférence du CNRSTP et ont pris fin le vendredi 29 mai 2026. Comme chaque 28 mai, la journée mondiale de la faim a été célébrée jeudi dernier. Elle vise à sensibiliser le public à la crise alimentaire mondiale, une urgence vitale qui touche des millions de personnes dans le monde, en particulier les enfants. Pour marquer cette célébration, l'ONG The Hunger Project Bénin a organisé à Cotonou un briefing média pour partager avec les professionnels des médias les actions menées ces dernières années dans les communautés rurales ainsi que les perspectives engagées pour éradiquer l'insécurité alimentaire au Bénin. Les organisateurs n'ont pas manqué de présenter les objectifs et missions de l'organisation internationale à la presse. La communauté musulmane du monde entier était en fête le mercredi 27 mai 2026. C'est l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. C'est un moment de rassemblement pour les croyants musulmans, mais aussi de partage avec la communauté et ceux qui sont le plus dans le besoin. À la mosquée centrale Médine 2 d'Agoré Plateau, dans la commune d'Abomey-Calavi. Comme un peu partout sur l'ensemble du territoire national, les fidèles musulmans ont répondu à l'appel pour la prière matinale sur les différentes places Idi apprêtées pour la circonstance. Ils sont massivement sortis pour célébrer l'acte d'obéissance et de soumission du prophète Ibrahim en acceptant de sacrifier son fils pour la gloire d'Allah. Cette fête nous invite au pardon, l'amour de la nation, la vérité, la sincérité. Dans le sermon, je parle de l'injustice.
Quand quelqu'un fait injustice, vous dites, où est Dieu? Où est Dieu? Non, Dieu ne se précipite pas. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs revient pour sa 6e édition. Du 13 au 17 juillet 2026, Cotonou accueillera plus de 250 industriels chinois de différents secteurs d'activité. Au programme, rencontres B2B, visites d'entreprises, expositions et signatures d'accords de partenariat. Entrepreneurs africains, saisissez cette opportunité pour créer un premier lien avec votre potentiel partenaire chinois. Des échanges qui marqueront le début d'une série de rencontres décisives pour donner vie à vos ambitions. Contact +229 01 58 47 47 47. Au Bénin, entreprendre, c'est oser. Mais franchir un cap, c'est un défi. Avec RISE, une initiative du gouvernement du Bénin, portée par le ministère de l'Économie et des Finances, vous êtes accompagné pour structurer, développer et accélérer votre entreprise. Déjà plus de 80 entreprises béninoises ont franchi un cap. Un accompagnement sur mesure, des experts à vos côtés et un appui financier pour aller plus loin. Et si c'était votre tour? Candidatez dès maintenant, avant le 7 juin 2026, sur www.rise2.bj. RISE, accélérer la croissance des entreprises béninoises. RISE est un programme du gouvernement du Bénin, mis en œuvre par l'Agence de développement de Sémécity et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers. Franck, bonjour. On a souvent reproché à la presse béninoise de vivre essentiellement au rythme de l'actualité produite par les chapelles et déclarations politiques. Avec cette trêve qui assèche la politique spectacle, les médias ne risquent-ils pas de se retrouver face à un vide? Allez, question légitime Tanguy, mais loin de créer un vide, je pense que cette trêve agit comme un puissant révélateur. Mais pour bien comprendre l'enjeu, il faut rappeler ce que prévoit concrètement ce cadre légal. Il est interdit, pour faire court formellement, les campagnes électorales permanentes et précoces hors des périodes réglementaires, proscrit les meetings de propagande déguisés et encadre strictement l'occupation de l'espace public par les partis politiques. L'objectif est donc clair: rationaliser le temps politique pour laisser place au temps du développement. Dès lors, la trêve sonne le glas d'une époque confortable, mais paresseuse pour nos médias, celle du journalisme, du micro-tendant, comme l'a dit l'autre, où il suffisait de relayer l'invective d'un camp contre un autre pour faire l'actualité et s'assurer de l'audimat. Ce journalisme spectacle qui transformait le débat public en un match de football permanent est désormais en jeu et révolu. En tout cas au Bénin, pour les rédactions, le sevrage semble un peu brutal mais salutaire. La trêve nous oblige aujourd'hui à lever les yeux de la politique politicienne pour regarder enfin la réalité du pays. Le silence des états-majors libère un tant soit peu un espace d'antenne et de cerveau extraordinaire. C'est la fin de la distraction permanente. Le journaliste béninois doit réapprendre à chercher l'information là où elle se trouve vraiment, dans les faits, les chiffres, l'impact des réformes et les innovations de notre société, plutôt que dans les salons feutrés des partis en quête de visibilité. Justement, la loi encadre désormais la critique en exigeant qu'elle soit constituée à sortir de propositions. Comment les journalistes peuvent-ils réinventer leur format sans devenir de simples spectateurs, ou pire, tomber dans le piège de l'autocensure? C'est ici que réside le véritable défi de la réinvention. Être un contre-pouvoir sous le régime de la trêve ne signifie pas applaudir mécaniquement, mais changer de méthode. La critique frontale stérile et partisane doit céder la place à l'autopsie rigoureuse des partis
des politiques publiques sur nos plateaux. Le journaliste ne peut plus être un simple distributeur de paroles ou un spectateur passif. Il devient un arbitre technique, un fact-checker. Si un acteur public, un député ou un cadre de l'administration vient sur un plateau, il ne sera donc plus jugé sur sa capacité à nuire son adversaire, mais sur la viabilité de ses arguments et de ses propositions. Qu'on parle de décentralisation, de réforme économique, de cybersécurité ou même de développement de nos disciplines sportives chez les jeunes, le micro doit devenir un outil de scanner. La trêve n'est pas un piège, encore moins un carcan, mais plutôt une charte de qualité. Elle exige que la presse béninoise passe de la quantité, c'est-à-dire le bruit, à la qualité, le fond même des préoccupations qui rythment notre quotidien. Ensemble, la trêve politique offre à la presse béninoise sa plus belle opportunité de restauration. Elle nous pousse à prouver que la liberté de presse ne se mesure plus au décibel des polémiques, mais à la pertinence des analyses. Au Bénin, le temps des politiciens s'est arrêté. Le temps des bâtisseurs d'idées, lui, commence maintenant et depuis la fin des élections. Et les médias en sont les premiers architectes. C'est un rendez-vous historique avec nous-mêmes, dépouillés du folklore des querelles partisanes. Les médias béninois font face à leur noble et véritable mission aujourd'hui en devenant le miroir des compétences plutôt que le haut-parleur des dissensions. La presse ne subit plus la trêve, elle la sublime et profite de la trêve. Le défi est donc immense, mais il est le prix à payer pour qu'enfin l'information devienne le carburant du développement de notre nation. En cela et au-delà de tout, c'est aussi une invite aux patrons de presse qui doivent maintenant financer la formation des journalistes parce qu'il faut se spécialiser, par exemple, réorganiser leur rédaction et également revoir le modèle économique pour financer les activités de tous les médias. Tanguy. Franck, merci. Voici nos débats. Eric Luchir, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour Tanguy. On parle de trêve politique désormais. On dort, Eric? Non, absolument pas. On ne serait dormi. Le faire, ça voudrait dire qu'en réalité, nous sommes en train de fermer les portes de nos rédactions, ce qui va être très préjudiciable pour notre République. Franck a sorti un mot, il faut réinventer notre métier. Même si, dans le fond, je suis convaincu que les acteurs des médias que nous sommes, eh bien, nous allons nous adapter à ce que la loi nous oblige à faire maintenant. C'est vrai que pendant longtemps, nous sommes restés dans une pratique qui orientait exclusivement nos productions vers les activités politiques ou qui concernent les acteurs politiques. On me dira que c'est ce qui permet de payer les factures aussi au niveau des médias. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette disposition, on nous invite à aller regarder ailleurs, autre que ce qui se passe ou autre que ce qui entoure la vie d'un acteur politique. Voilà. Donc, il nous faut rentrer dans le quotidien de nos concitoyens. Il nous faut traiter des sujets qui, peut-être pendant longtemps, n'ont pas été notre priorité parce que vous savez comment ça fonctionne aussi dans nos rédactions. Quand l'actualité politique est brûlante, eh bien, on met tous ces sujets, toutes ces initiatives de production en second plan. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces idées qu'on avait, dont on n'avait pas la possibilité de traiter, je pense que c'est le moment, c'est la période où on nous invite justement à faire un tour justement sur ces sujets-là. Donc je pense que chacun à son niveau devra s'adapter, devra essayer donc de rentrer dans cette dynamique-là pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Oui, le riche... C'est bien beau de dire oui, il faut réadapter nos contenus, oui, il faut faire des sujets techniques, oui, il faut parler développement. Quand on parlait politique, on gagne de l'argent. Si on veut parler éducation aujourd'hui, qui nous paye? De l'argent, oui. Oui, parce qu'il faut faire fonctionner les rédactions, il faut recruter, il faut former, il faut payer les factures, etc. Oui, qui va nous payer? Oui, surtout que il y a 10 ans qu'on a supprimé l'aide de l'État à la presse. Ouais.
Vous avez bien fait de toucher le point sensible parce que même dans le commentaire de la rédaction, on a entendu parler de la manière dont mes rédactions doivent se restructurer. Vous savez, effectivement, il y a un problème de survie des rédactions parce que pendant longtemps, les politiques sont restés en dessous pour dire certaines choses. On a vu des gars de tranchées, pas médias interposés. Il faut avoir le courage de le dire. C'est arrivé. Et à des endroits donnés, on a vu certains organes de presse prendre carrément position pour ou contre un camp politique ou pas. Et ça, vous l'avez aussi constaté que ça a terni l'image de la presse parce que à un moment donné, vous imaginez l'agriculteur qui est dans son champ, par exemple, qui fait de la production et autres, il n'en a rien à foutre avec que quelqu'un insulte, que un tampillon insulte, un tampillon X, ainsi de suite et autres. Ça. Son problème, est-ce qu'il a la possibilité de vendre, est-ce qu'il a la possibilité de débarquer ses produits, est-ce qu'on l'aide à avoir de la visibilité ou autre, tout ça. Je pense que effectivement, il y a eu à un moment donné beaucoup plus le regard politique, beaucoup plus l'attention politique et beaucoup plus l'intérêt politique. Et aujourd'hui, avec la trêve, les organes de presse reviennent plutôt à leur base d'origine, c'est-à-dire travailler. Parce que vous savez, pendant longtemps, on est resté dans les analyses politiques et aussi les comptes rendus politiques. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur le plan politique pour les consommateurs de produits de presse. Par exemple, l'éducation dont vous parlez, par exemple, il y a beaucoup d'aspects à développer. Donc, je pense que c'est vrai, la politique est beaucoup plus friande. On veut vraiment vite prendre les produits politiques. On les vend plus facilement parce que ça crée la sensation, ça crée beaucoup de commentaires et chacun se déchaîne. Chacun déchaîne bien évidemment ses passions et c'est justement pour ça que très souvent on reste beaucoup plus sur le plan politique, mais dans d'autres secteurs d'activité comme l'éducation, la santé, l'agriculture et l'environnement, il y a également des possibilités d'affaires. Il y a beaucoup d'autres opportunités effectivement. Le plus important, c'est que les professionnels de médias comprennent que la vague, ou plutôt le vent de l'allégeance politique est passée, il faut maintenant beaucoup plus se remettre au travail et être plus professionnel. Franck, il y a de l'argent dans l'éducation, c'est vrai. J'ai vu Fraternité réaliser une belle enquête sur le prix, je dois dire, qui s'envole, de la tomate fraîche et du piment vert. Qui a payé Fraternité? Il y a de l'argent dedans? Fraternité. Oui, parlons sincèrement et concrètement. Vous avez posé une question très pertinente à Ulrich. Mais sans explorer, disons, ces domaines-là, on ne peut pas savoir s'il y a de l'argent. Lorsque vous voyez des projets qui parlent d'éducation, l'éducation des filles, l'éducation des enfants, c'est parce que justement, nous ne nous sommes pas intéressés pendant longtemps qu'on pense que les plus grosses factures viennent des partis politiques, que l'argent doit provenir des caisses des partis politiques. Je sais que dans la culture, par exemple, lorsque vous êtes dedans, que vous persévérez, vous allez plus loin, il y a de l'argent dans la culture. Les voyages, les projets que vous pouvez décrocher. Et aujourd'hui, je pense même qu'il faut aller, tel que nous évoluons en rang dispersé, il faut former peut-être des entités assez fortes pour aller à la quête de financement. Aller vers l'UNICEF, aller vers l'OMS, les questions de santé, où il y a des projets où les gens ont envie de vulgariser. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ces domaines-là, mais qui malheureusement ne sont pas vulgarisées. La lutte contre les maladies tropicales, la lutte, même le paludisme, les maladies que nous pensons avoir peut-être vaincues, quels sont les comportements qu'il faut avoir pour que ces maladies-là ne reviennent plus. Il y a beaucoup d'autres. Dans le sport, les gens vous diront qu'il y a également de l'argent dans le sport, mais comment faire pour toucher, et disons, c'est pour percer le secret, c'est le plus important. Nous ne le faisions pas assez et maintenant je pense que la question est débattue au niveau de chaque rédaction. J'étais à une formation à Abomey il y a 2 semaines environ où la question est revenue. On a exploré, on s'est rendu compte à la fin qu'il y a beaucoup de domaines que nous pouvons explorer. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut toucher ces domaines. Il faut taper comme on le dit. Lorsqu'on va nous ouvrir les portes, on verra bien ce qu'il y a dans la maison, ce qu'il y a dans la chambre et nous pourrons prendre notre part et essayer d'arrondir les bouts. Aujourd'hui, quand on a dit que la trêve, on a parlé de trêve politique, ça ne voudra pas dire que les partis politiques vont fermer leurs portes. Il y aura peut-être des formations. À leur niveau aussi, cela les amène à se réinventer.
Et le parti politique qui veut survivre après 2033 doit pouvoir maintenir un tout petit peu le cap. Cela voudra dire, je pense que le week-end, le Renouveau a eu une rencontre, le président a rencontré, je pense, quelques démembrements du parti au niveau de la ville de Cotonou. Ces genres d'activités ne vont pas manquer. Donc tout le monde doit se réinventer. Et là où on pense que il n'y a rien du tout, les chercheurs, les scientifiques vous diront, il y a tout là. Ça veut dire que nous avons du boulot, nous avons de la matière maintenant. Il faut, comme on le dit, se réinventer. Se réinventer, c'est de pouvoir aller chercher là où personne ne pense que, personne ne pense avoir, pouvoir trouver quelque chose. Oui. Et je l'ai dit à la fin du commentaire, les patrons de presse aujourd'hui doivent faire l'effort de former leurs journalistes. Parce que quand vous voulez aborder certains sujets, vous allez en économie, il s'agit des chiffres, il s'agit, disons, des normes, il s'agit... C'est technique. On ne titube pas dans ces domaines. Donc, il faut avoir une formation, il faut se former. Même dans la culture, le code est là, le jargon est là. En sport, vous avez vu que tout le monde ne fait pas sport. Il faut apprendre à déchiffrer, à décoder les messages dans chaque domaine. C'est cela qui s'impose à nous aujourd'hui et que nous devons suivre comme, disons, ligne de conduite. Non, je pense qu'on ne saurait relever ce défi seul. En tant que média, les consommateurs des produits de presse aussi doivent savoir que nous sommes en train d'aller vers une destination un peu inconnue. Parce que même quand on prend aujourd'hui les recettes au niveau des politiques, ce n'est pas comme si ces dernières années, c'était aussi l'Eldorado. On sait aujourd'hui... Oui, on avait fait une sorte de trêve politique, ça ne disait pas son nom. Ça ne disait pas son nom. Quand vous voyez la période électorale, on sait combien de partis politiques se sont manifestés pour aller dans des collaborations, voilà, pour permettre aux médias de pouvoir vraiment déjà travailler. La trêve, en tout cas, au niveau des médias. Nous vivons déjà un peu cette situation. C'est complexe. C'est beau de demander aux patrons de presse de réorganiser la rédaction et autres. Quel est le rôle de l'État justement dans cette affaire de trêve? Parce que la survie d'une entreprise est de la responsabilité aussi de l'État. Et en plus, notre service, il est d'intérêt public. La Constitution reconnaît, en tout cas, fait obligation à l'État de travailler à ce que l'information soit disponible et de qualité auprès des citoyens. Donc, ce que nous faisons, c'est un peu comme l'acteur privé qui ouvre une école, par exemple, et qui perçoit, je dois dire, des frais de scolarité auprès des parents d'élèves et qui demande aussi de l'aide à l'État pour un accompagnement parce qu'il faut créer un cadre. L'État veut faire quoi pour les médias? L'État peut faire beaucoup de choses. Déjà, vous voyez, quand vous voyez le travail que chaque organe de presse fait, ou du moins, je dirais, le monde médiatique fait, en fait, nous servons l'État. C'est un service que nous rendons à la nation. Informer la nation, donner l'information juste, permettre aux populations... A priori, je commence d'abord par dire ce que nous faisons pour la nation, pour que vous compreniez que l'État doit pouvoir justement injecter de l'argent, accompagner par exemple, plusieurs fois les organes de presse ont parlé de la fiscalité qu'on peut revoir. Ça, c'est bien possible. Parler également justement de l'aide. Vous voyez, autrefois, on parlait beaucoup plus de l'aide de l'État à la presse. Aujourd'hui, on parle du fonds d'aide. Mais quand vous regardez au fond, qu'est-ce qu'on a apporté de façon précise en termes d'accompagnement financier à ces organes de presse, en termes d'accompagnement financier à ces associations de presse qui peuvent maintenant rejaillir. Regardez aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'assurance maladie, combien de personnes, combien de journalistes n'avons-nous pas perdu dans des conditions difficiles? Et est-ce que vous avez véritablement la possibilité de les accompagner? Vous voyez, il y a beaucoup de choses que l'État peut faire pour accompagner la presse. Un journaliste qui est en bonne santé, qui est épanoui, peut donner des informations crédibles, sérieuses. Vous voyez, mais quand on parle de la clochardisation du métier de la presse, c'est parce qu'à un moment donné, la clochardisation s'est invitée dans cette corporation-là et qu'il faut maintenant nettoyer justement. Alors, première chose, ne nous mentons pas, il faut ramener l'aide de l'État à la presse privée. Parce que une presse qui fonctionne, c'est beaucoup vous avez dit les factures, il y a la charge des salaires, il y a l'électricité, il y a les impôts, les taxes à payer, comme toutes les autres entreprises. On nous avait habitués à l'aide de l'État, à la presse privée, ça nous soulageait beaucoup. Il faut ramener cela, c'est impérieux, il faut ramener.
On peut voir les conditions d'attribution, les formules, les expressions, c'est dans l'administration. Mais il faut ramener. Il faut ramener ça. Il faut ramener. Et c'est le défi, c'est l'un des défis de Aurélie Adam Soulé aujourd'hui. Je pense qu'il faut travailler à cela. Et la RAC, je sais que il y a un travail qui est en train d'être fait aussi. Au niveau de l'ODEM aussi, vous devez embaucher maintenant une plus grande trompette pour dire dans les oreilles des nouveaux gouvernants que nous avons besoin de cette idée. Ils le savent mieux que nous. Hein. Donc, ils savent mieux que nous que nous avons besoin de ça. Après ça, l'État a tous les moyens pour créer des cycles de formation avec les institutions, avec les instituts, même à l'étranger, envoyer des vagues de journalistes en formation. L'État ne perd rien à bien former les journalistes de son pays, à bien former ceux qui produisent l'information, ceux qui relaient également les efforts qui sont faits au sommet de l'État. Donc, je pense que le rôle de l'État est primordial et il faut profiter de cette période de trêve pour agir. Voilà. Eric, on va finir rapidement. Non, l'État doit, je dirais, prendre ses responsabilités vis-à-vis du monde des médias. Franck a évoqué un certain nombre de propositions, l'idée du retour de l'aide à la presse. On est d'accord, mais bon, je me rappelle aussi, c'est pas comme si l'époque où on recevait quelques miettes et permettait vraiment à développer les médias. Donc il faut non seulement le retour, mais il faut que la cagnotte soit quand même ressemble à quelque chose. Et que la gestion soit transparente et rigoureuse. Justement, on est d'accord. Donc il faut le retour et il faut que l'assiette soit un peu voilà. Allez, les gars, merci beaucoup d'avoir contribué à ces échanges. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée à vous.